Il existe, autour de chaque galaxie, des structures gigantesques, gazeuses et invisibles. Nous sommes incapables de les voir à l'œil nu, et pourtant ils sont là, tapis dans l'ombre, couvrant un volume qui dépasse l'entendement. Et bien qu'ils ne représentent aucun danger apparent, comment pourrions-nous en déduire leur présence sans pour autant être capables de les observer? Eh bien c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. J'ai souvent abordé la différence entre la taille réelle des objets et leur taille apparente dans le ciel, selon le point de vue de la Terre. Les corps célestes qui attirent le plus notre attention sont bien évidemment la Lune et le Soleil, qui ont d'ailleurs une taille apparente similaire. Le diamètre de notre étoile est 400 fois plus grand que celui de notre satellite. Mais puisqu'elle est 400 fois plus éloignée, elles ont la même taille par rapport à nous. Et c'est justement ce qui permet l'apparition des éclipses. Elles sont surtout suffisamment lumineuses pour les voir à l'œil nu. Leur magnitude est très élevée pour l'œil humain. Dans ma vidéo sur Bételgeuse, j'ai expliqué que les points dans le ciel que l'on peut voir la nuit par temps clair ne représentent pas correctement la taille apparente réelle des étoiles. Ces dernières sont cachées par la bulle lumineuse à cause de la dispersion des rayons lumineux. Un petit peu comme un lampadaire ou bien la foudre, qui est moins large qu'elle en a l'air. Un éclair ne mesure que quelques centimètres de diamètre. Et pourtant, il libère tellement d'énergie et de lumière que l'arc électrique semble démesuré. J'ai aussi évoqué le nuage de Smith, cette énorme concentration de matière à l'extérieur de notre galaxie et qui s'approche de nous pour interagir avec la Voie lactée, dans une poignée de dizaines de millions d'années. Puisqu'il mesure 20 000 années-lumière de large et se trouve à 40 000 années-lumière de notre système solaire, sa taille apparente est énorme dans le ciel. Mais comme il est invisible à l'œil nu, on n'y prête pas forcément attention. Même le télescope spatial Hubble a eu du mal à le détecter. Dans cette vidéo, j'ai un exemple encore plus flagrant que ce que je vous ai présenté par le passé. Voyez-vous, pourquoi vouloir se contenter de l'échelle interstellaire alors que l'on peut passer au niveau intergalactique? La galaxie spirale d'Andromède est la plus célèbre de toutes, et ce pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est la galaxie avec une taille équivalente à celle de la Voie lactée la plus proche de nous, à une distance de 2,5 millions d'années-lumière. D'autres voisines sont encore plus près, mais ce sont des naines assez peu lumineuses ou simplement des satellites. Et oui, Andromède possède elle aussi son petit réseau de galaxies satellites, qui lui tournent autour à la manière d'une lune avec sa géante gazeuse. La deuxième raison, c'est que notre voisine cosmique est la plus connue, la plus étudiée et la plus photographiée de toutes les galaxies que l'on connaisse. En même temps, c'est normal, c'est la plus proche. Et puis c'est plus facile pour nous de pointer nos optiques et nos appareils professionnels vers cette région du ciel plutôt que le rémanent d'un point lumineux aux confins du cosmos lointain. La troisième raison est qu'elle est vouée à interagir avec la Voie lactée dans 4 milliards d'années. Les deux structures se rentreront dedans pour former une galaxie elliptique et accroître leur densité stellaire. Si un tel événement, aussi impressionnant qu'inévitable, peut paraître cataclysmique, sachez que l'impact au niveau planétaire sera négligeable. Les planètes ne vont pas subitement arrêter d'orbiter autour du Soleil à cause des perturbations gravitationnelles. La quatrième raison, c'est sa luminosité. Lors d'une nuit d'automne, sans la Lune, par temps clair et dans l'hémisphère nord, la magnitude d'Andromède est de 3,4. C'est suffisamment brillant pour être visible à l'œil nu. Bon, évidemment, on ne voit pas les mêmes détails que dans les images professionnelles ou prises par les télescopes spatiaux. Mais par temps clair, et lorsque nos yeux se sont habitués à l'obscurité, on distingue quand même assez aisément une sorte de disque aplati, ou bien un cigare, ça dépend des interprétations. Et la cinquième raison, c'est qu'Andromède a une taille apparente gigantesque dans le ciel. Et c'est rare, surtout pour une source lumineuse aussi lointaine. On a toujours un petit peu de mal à y croire, et pourtant, notre voisine galactique est 6 fois plus grande que la pleine lune à son périgée. Prenez la lune, multipliez-la par 6 et alignez-les les unes aux autres et vous obtenez la taille apparente d'Andromède dans la voûte céleste. Seulement, un problème se pose au niveau de la bordure des galaxies.
En effet, ce sont des objets immatériels. Je veux dire, une planète, un ballon de basket, une feuille de papier sont des objets limités. Si je décide de choisir au hasard un point dans l'espace-temps qui se trouve à 1 mm d'une feuille de papier, je ne fais pas intrinsèquement partie de cette feuille de papier. Je suis à l'extérieur. Je ne suis pas sur sa surface, pas à l'intérieur, aussi fine puisse-t-elle être. Mais une galaxie, ça commence et ça s'arrête où? Ce ne sont pas des objets finis, matériels, ce sont des agglomérats de matière avec du vide, des étoiles, des planètes, des trous noirs, des nébuleuses, des comètes. En 1887, l'astronome britannique Isaac Roberts sera le premier à photographier Andromède. Et il était déjà confronté au même problème. Sur les images récentes, où s'arrête-t-elle? Considère-t-on la frontière avec les bras spiraux? Ou bien devrions-nous prendre en compte les tranches de gaz bleuté qui s'étendent à des milliers d'années-lumière du disque galactique? Et bien évidemment, les détails que l'on observe au travers d'un télescope ne sont pas perceptibles par l'œil humain. Dans le ciel, Andromède est interprété comme une sorte de tache blanchâtre, un disque aplati ou un cigare, comme j'ai dit plus tôt, et puis avec une magnitude relativement faible par rapport à d'autres étoiles. En fait, la taille réelle d'une galaxie, ce qui compose une galaxie ou qui fait partie intrinsèquement ou non d'une galaxie, est assez difficile à déterminer. Et c'est ce qu'on va voir dans la suite de la vidéo. Il existe en astrophysique un concept qu'on appelle le halo galactique. C'est une sorte d'immense nuage de gaz qui est autour de chaque galaxie, un peu comme le nuage d'Oort aux confins du système solaire. Seulement, au lieu de servir de réservoir de comètes comme ce dernier, les halos galactiques sont composés de gaz raréfiés, élémentaires et invisibles. En gros, de l'hydrogène et de l'hélium. C'est pas le truc le plus complexe au premier abord. Malgré l'absence de matière dans le milieu intergalactique, réputé pour être le plus vide de tous les vides cosmiques, c'est quand même suffisant pour avoir une concentration minimale de gaz entourant les galaxies, et dont la taille ferait presque peur. On pense que ces halos de lumière se sont formés en même temps que les galaxies elles-mêmes, il y a plusieurs milliards d'années. Et ils sont restés à cause de la gravité. Le problème, c'est qu'ils sont beaucoup trop peu lumineux pour être visibles à l'œil nu, mais aussi pour être détectés par des télescopes. Des physiciens de l'université de Notre-Dame, dans l'état de l'Indiana aux États-Unis, ont voulu en avoir le cœur net sur ce possible halo de gaz. L'astronome Nicholas Lehner dirige l'équipe scientifique et commande à la NASA des manœuvres du télescope Hubble pour recueillir des données. Et oui, ils sont obligés de transiter par un télescope spatial avec une focale de 57,60 m puisqu'il est libéré de la pression atmosphérique, qui ne permet pas de détecter ce genre de curiosité cosmique extrêmement peu lumineux. Lehner a une idée derrière la tête. Il considère que chaque galaxie possède une sorte d'atmosphère gazeuse, entre guillemets, un petit peu comme les planètes en fait. Ces rémanents de gaz proviennent soit de l'espace intergalactique, soit de la galaxie elle-même, et ils accompagnent le mouvement des galaxies dans leur rotation, provoquant ainsi une sorte de halo qui s'étend sur des distances faramineuses. Il estime aussi qu'il contiendrait autant de masse que la moitié des étoiles qui composent Andromède, 50% de la galaxie entière. C'est une proportion énorme, et seulement avec du gaz, très peu d'étoiles ou d'éléments métalliques. À titre de comparaison, l'atmosphère de la Terre est beaucoup plus visible et dense, mais très peu massive par rapport à la masse tellurique de notre planète, ce qui est bien normal. Mais alors, comment peut-on détecter ce halo de matière s'il est considéré comme invisible? En fait, l'université de Notre-Dame aux États-Unis a eu une idée absolument géniale. Si le halo est très peu dense, mais quand même assez massif dans son intégralité, ça veut dire qu'il n'est pas complètement transparent. La lumière qui vient de zones intergalactiques et qui traverse le halo est légèrement altérée ou à la limite un petit peu déformée, comme si on regardait à travers un vitrail ou simplement du brouillard. Car si on ne peut pas l'observer directement, on peut déduire sa présence en fonction de l'altération de la lumière. C'est à peu de choses près le même procédé que les exoplanètes. On ne les observe pas, on déduit leur présence
en fonction de la déformation de la magnitude des étoiles en question lors d'un phénomène de transit. L'objectif est de trouver des points extrêmement lumineux dans la région du ciel d'Andromède. Les meilleurs exemples sont les quasars, des astres ponctuels comme les étoiles, mais qui sont en fait le cœur de galaxies très lumineuses. Certains d'entre eux se trouvent à des centaines de millions d'années-lumière et servent de point de référence. Le but est d'en trouver un maximum et de voir si la lumière que nous recevons d'eux est légèrement modifiée ou altérée si jamais elle passe au travers du halo de gaz autour de la galaxie d'Andromède. Et grâce à cette méthode, on peut déduire alors sa taille sans pour autant l'observer directement. Et vous savez quoi? Ça marche. Hubble analyse chaque quasar en fonction de sa distance, sa luminosité et surtout sa localisation apparente dans le ciel. Par souci pratique, le télescope ne filtre que dans l'ultraviolet. Les quasars ne renvoient pas la même lumière selon l'endroit où ils se trouvent. Et si c'est le cas, c'est qu'ils sont dans l'axe du halo par rapport au référentiel terrestre. Il aura fallu 5 ans pour trier les données de chaque quasar afin de déterminer lesquels ont vu leurs photons traverser le halo et lesquels n'ont pas vu leurs photons. 43 ont été utilisés pour l'expérience, avant d'être méticuleusement sélectionnés pour n'en garder que 18. L'étude a été publiée dans l'Astrophysical Journal il y a quelques années, et les révélations quant à celle-ci sont assez effrayantes. Le halo est gigantesque. Il mesure 2 millions d'années-lumière de diamètre. C'est énorme, ça veut dire 1 million d'années-lumière de rayon, avec évidemment son centre, Andromède. C'est plus de 10 fois plus grand que le diamètre total du disque galactique. La taille apparente de ce diamètre serait des centaines de fois supérieure à celle de la pleine Lune. Si jamais il possédait une magnitude suffisante pour être visible à l'œil nu, il occuperait, selon les simulations informatiques, une place démesurée dans la voûte céleste. Alors, à quoi ça sert tout ça? Je veux dire, quelle est son utilité? Eh bien, ça nous permet de comprendre plusieurs choses quant à la gestion de la masse de notre voisine cosmique. Les chercheurs de l'université de Notre-Dame estiment qu'une grande partie des éléments lourds fabriqués par les étoiles qui ont expulsé leurs couches extérieures après une supernova se sont libérés du disque galactique et éjectés hors d'Andromède. Il n'est pas impossible qu'ils aient rejoint le halo, même si on sait qu'il est majoritairement composé d'hydrogène et d'hélium. Cela nous donne aussi une meilleure estimation de la date de la collision entre notre Voie lactée et sa voisine proche. Normalement prédit dans 4 milliards d'années, elle pourrait peut-être avoir lieu plus tôt que prévu. L'extrémité du halo de gaz d'Andromède se trouve à environ 1 million d'années-lumière de celle-ci, ce qui veut dire que ça représente à peu près la moitié du chemin qui nous sépare d'elle. Donc si la Voie lactée possède un halo de gaz similaire, ça veut dire que les deux pourraient peut-être interagir d'ici quelques centaines de millions d'années. En attendant que cela se produise, vous pouvez toujours regarder ma vidéo sur Voyageur 1. Et puis aussi vous abonner à ma chaîne YouTube, partager mon travail s'il vous plaît, mettre un petit pouce bleu, un commentaire et activer la cloche pour ne pas rater les prochaines notifications. À la prochaine!